Bonjour à tous, amis de la RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités qui sont, je dois le dire, des vrais baroudeurs du milieu learning. J'ai le plaisir de compter du coup sur la présence de Jean-Roch Houdier. Bonjour. Jean-Roch, tu es le Head of Learning et Digital de Safran. Et Thierry Bonetto. Bonjour. Thierry, tu es le fondateur de Learning et Future, l'ancien directeur learning du groupe Danone. Alors c'est vrai, je le disais en introduction, on vous voit un peu partout, vous écrivez beaucoup, vous faites des contributions, des conférences et aujourd'hui un podcast ensemble et j'ai beaucoup de questions. Alors ma première question, c'est surtout une question qui est liée à votre parcours parce que ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas des puristes du learning. Toi Jean-Roch, tu viens d'un milieu auquel 7 ans passent, c'est-à-dire que tu es à la fois ingénieur et en plus tu travailles encore pour le musée d'histoire naturelle. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Absolument. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette invitation à partager. Moi, je possède en fait une double formation. Une formation d'un côté classique, scientifique, d'ingénieur en informatique, et de l'autre de préhistorien. C'est un petit peu plus inattendu parce que j'ai eu l'occasion en fait de lier les deux. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'informatique et en particulier les banques de données étaient très primées dans l'univers de la préhistoire, et j'ai pu rallier le muséum d'histoire naturelle de Paris avec à l'époque Henri de Lumley et puis Yves Coppens qui malheureusement nous a quittés il y a peu de temps, et on est très féru de technologie, c'est-à-dire que dans la préhistoire on a toujours été très féru de technologie liée à l'étude des sites préhistoriques, et donc évidemment l'informatique était très demandée à l'époque, et avec Henri de Lumley j'ai pu rallier en même temps que mon ingénierat ce qu'on appelait nous le DEA du Quaternaire. Aujourd'hui, c'est un master patrimoine, évolution et société du muséum. Et j'ai fait donc ce DEA en travaillant sur les Inuits de l'Arctique nord-américain, et donc avec une application liée aux bases de données, c'est-à-dire en faisant une jonction entre le diplôme classique d'ingénieur et un besoin archéologique qui était l'étude des sites de l'Arctique nord-américain. Alors, je n'ai pas fait de doctorat dans le domaine de la préhistoire parce que j'ai été recruté derrière comme ingénieur par Alcatel-Alstom Recherche, et j'ai fait mon doctorat beaucoup plus tard en management de projet avec Schema. Il a fallu attendre 2014-2017 pour le faire. Alors, Jean-Roch, tu as un super point commun avec Thierry, c'est que vous êtes tous les deux ingénieurs. Et toi, Thierry, pour le coup, tu as cette double formation, à la fois d'ingénieur, mais aussi tu t'es beaucoup intéressé à la psychologie du travail. Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, et puis merci de m'inviter avec Jean-Roch. J'ai effectivement une formation initiale d'ingénieur. Et en fait, ce qui m'intéressait à la suite de l'école, c'est de travailler dans le conseil, de travailler sur ce que j'appelle un peu la danse entre le développement des organisations et le développement des personnes qui vivent et qui font les organisations. Et je me suis rendu compte que ma formation d'ingénieur me prédisposait pas tellement à la dimension sociologique et psychologique dans les organisations. Donc, j'ai fait une année au CNAM. Et puis également, je suis rentré dans le conseil, et je l'évoque parce que quand on parle de formation présentielle, structurée ou digitale, mais aussi de formation en situation de travail. Et j'ai beaucoup appris dans mes 12 premières années de conseil, notamment sur une idée forte qui était que le chemin est parfois plus important que la cible. Et que souvent dans les organisations, on essaie de designer des stratégies, des programmes, etc. Et on passe pas suffisamment de temps à embarquer les personnes sur le chemin. Et il y a un motto, moi, que j'ai beaucoup appris dans le conseil, c'est « avec et par les hommes et les femmes ». Alors Thierry, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre finalement comment ta formation et ce regard bien spécifique et bien singulier que tu cultives t'a influencé dans ta façon d'envisager la formation. Alors, ça a influencé ma vision. Alors, sur la dimension que j'évoquais avec et par, le fait de dire que dans le développement finalement des organisations, le learning est important pour aider les personnes qui vivent et font les organisations, en fait, à créer le futur qu'elles souhaitent. C'est-à-dire que mon entrée dans le learning a souvent été comment je peux aider les collaborateurs et les collaboratrices ou les managers dans les organisations à développer des compétences qui les aident à créer le futur qu'ils souhaitent. Donc, créer les conditions pour responsabiliser, empowerer, on dirait quelquefois en anglais, les personnes pour créer effectivement le futur qu'elles souhaitent. Donc ça, c'est une première dimension pour moi qui est très forte. Et ça, c'est très lié pour moi à l'intelligence collective, au fait de dire à la dimension collective, à la dimension d'ensemble. C'est pour ça que je fais plutôt de travail sur le learning en termes d'impact collectif et pas seulement individuel. Si je raconte une anecdote rapidement au CNAM, puisque tu citais le CNAM,
qui m'a vraiment ouvert les yeux. C'était une révélation. On avait des travaux dirigés à faire, je m'en souviens bien, et on avait notamment un problème à résoudre qui était dans une usine de fabrication de papier. On trouvait des morceaux de bois dans le papier, et la question c'était pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire. Et ce qui m'a marqué, c'est que on était en groupe de travail et on voulait adresser ce problème. Et la personne qui nous a mis sur le chemin de la solution était quelqu'un qui n'avait absolument aucune compétence dans ce domaine. Exactement. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, mais en fait, c'est pas la compétence professionnelle qui est la plus importante. Le plus important, c'est la capacité à travailler et à collaborer en équipe pour co-construire des solutions. Donc ça m'a beaucoup guidé et animé dans la suite de ma carrière professionnelle. Et Jean-Roch, alors je te retourne la question, dans quelle mesure est-ce que finalement cette formation, cette expérience que tu as du coup au musée d'histoire naturelle a influencé un peu ton regard sur le learning ? Je pense que, alors il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, premier élément de la vision, c'est l'idée que, on revient un peu à ce que disait Thierry, il n'y a pas de personnalité omnisciente. Ça, c'est vraiment une vision que je me suis forgée à titre personnel. Donc, il y a plutôt des individus capables de co-créer les savoirs. Et d'ailleurs, en effet, parfois là où on les attend pas, c'est-à-dire des individus justement qui sont pas forcément ceux qui sont en pole position d'après les compétences qu'on peut peut-être connaître et qui, au contraire, peuvent avoir la clé. Ça, c'est venu d'une grosse expérience d'abord de formation occasionnelle. Moi, j'ai été impliqué très vite dans la transmission des savoirs. J'ai donné des cours de maths quand j'avais 15 ans. J'ai transmis, j'ai été en mission catholique au Gabon, à Libreville, faire là aussi, donner des cours. Et puis par la suite, j'ai fait beaucoup de formateurs occasionnels, ce qu'on appelle chez Safran University les profs internes. J'ai touché à ça dans le domaine de la conduite de projet en formant les gens à ce qu'on appelle le PMI des États-Unis, les certifications projet, qui a vraiment forgé cette première vision et cette première conviction. Donc vraiment de l'idée que chacun peut contribuer au savoir, donc une vision assez démocratique du learning, finalement assez plate, même si elle est peut-être pas forcément partagée par toutes et tous. On a encore par un moment dans les départements formation peut-être des approches parfois plus verticales, plus top-down. Moi, j'ai plutôt une vision assez plate, donc vraiment de l'espèce d'écosystème de contributeurs, contributrices potentiels au savoir, et finalement, donc dans l'organisation apprenante, l'idée vraiment d'une forme de coopération plus. La deuxième dimension qui est liée aussi à mon vécu et à l'intersection de pas mal d'univers différenciés, c'est aussi la notion d'hybridation. Je crois beaucoup à l'hybridation dans les entreprises. Bon, évidemment, il faut qu'elle fasse le pas, parce que dans les entreprises, on a parfois tendance à recruter dans les mêmes crèmeries. C'est un classique. Je crois beaucoup aux individus hybridés, qui justement, un peu comme moi, il y en a aussi dans d'autres univers, en étant construits sur différents types de métiers, avec des hobbies personnels, etc., peuvent certainement apporter beaucoup aujourd'hui à l'entreprise, et pas seulement sur les credos et les créneaux habituels de compétences. Alors merci Jean-Roch, c'est une super transition pour ma question suivante. Alors on le voit, vous avez des parcours qui sont bien singuliers, des expériences, des profils, vous aimez vous mettre en mouvement et vous appliquez un peu le fameux principe du 70-20-10. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre finalement quels sont les profils qui vous entourent. Est-ce que vous êtes à la recherche plutôt de profils un peu experts ? Est-ce que vous êtes plutôt à la recherche de profils un peu hybrides ? Oui, alors je reviens sur l'idée d'hybridation, Jean-Roch, que tu mentionnais, et sur cette dimension collective que j'évoquais. Et donc, du coup, moi, ce que je recherche le plus souvent, c'est la diversité des horizons, des façons de penser, des backgrounds. Alors que ce soit sur des questions de nationalité, que ce soit sur des questions de culture, que ce soit sur des questions de façon de penser, etc., peu importe. Mais je trouve que c'est vraiment important et enrichissant de croiser les regards. Alors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui un petit peu avec, dans le cadre de ces podcasts. À titre d'exemple, alors c'est pas tout à fait dans mon équipe, mais j'ai été assez fan de ce qu'on appelle les learning expeditions, donc d'aller rencontrer des organisations ou des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir, et j'étais assez porté pour aller échanger avec des personnes ou des organisations qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. Souvent, par exemple, dans les grandes entreprises, on va voir des startups parce qu'on trouve que c'est intéressant et qu'il y a l'agilité, et tout ça, c'est vrai. Mais par exemple, je suis allé en matière de learning, notamment, amener un groupe de DRH
pour une learning expédition en Chine sur les futures stratégies RH de Danone, puisque mon passé était dans le groupe Danone pendant 20 ans. Et en fait, une des organisations qu'on a rencontrées était un groupe de moines bouddhistes. Donc, c'est effectivement une organisation qu'on ne rencontrerait pas. Exactement. Et en fait, si je raconte cette histoire rapidement, je me souviens avoir posé la question, comment vous apprenez ? Et un des moines m'a répondu en disant, mais finalement, on médite pendant des longues minutes ou des longues heures pour trouver le chemin vers notre quête. Et du coup, ça m'a amené à une deuxième question qui m'a marqué. J'ai dit, mais qu'est-ce qui fait que vous atteignez votre quête un jour ? Et il m'a répondu, en anglais, meeting the right people, rencontrer les bonnes personnes. Et je me suis dit, finalement, mon boulot en tant que directeur learning chez Danone est assez simple. Il faut que j'aide les gens à rencontrer des gens. Des connecteurs, exactement. Donc, un peu, voilà, c'est une longue réponse, mais vraiment la question de diversité. Et je trouve que il y a un risque, pour revenir dans le professionnalisme du learning, il y a un risque de l'expert de s'enfermer progressivement dans ce que l'on a appris déjà, et donc ce que l'on croit vrai. Et je pense que c'est important, et je crois que les meilleurs experts sont des gens qui peuvent, ou qui se donnent les moyens de désapprendre et de réapprendre en permanence pour, comme tu le disais, sortir des sentiers battus, traverser les frontières. Il y a une phrase que j'aime bien, terminer là-dessus, c'est de dire finalement, souvent les chemins les plus intéressants sont les moins parcourus. Alors, tu vois, Thierry, moi, quand je t'entends, je suis convaincue par les profils atypiques et on adore ça chez Cocorui. Mais ensuite, je me pose un peu la question, Jean-Roch, peut-être que tu peux me répondre. Voilà, en entreprise, on le sait aussi, un RH, il aime bien aussi avoir une fiche de poste, cocher les bonnes écoles. On me rappelle qu'on est en France. Comment tu fais finalement pour caster, pour identifier ces profils un peu atypiques ? Oui, absolument. Alors, je pense que ça relève d'une forme de conduite du changement, parce qu'absolument, dans les entreprises, on peut avoir tendance, bien sûr, à un petit peu à recruter dans des filières dites classiques. Mais pour citer un cas concret, moi, j'enseigne dans un master qu'on appelle Humanité, les humanités donc, et management à Nanterre, où là, on a des étudiants. Nos étudiants sont plutôt dans l'univers de l'histoire, de la philosophie, et ils ont beaucoup de succès en entreprise parce qu'ils viennent amener une composante, une dimension additionnelle qu'on n'a pas forcément quand on vient par les filières classiques, et on revient un peu à ce que disait Thierry, c'est-à-dire la multiplicité en fait des points de vue, et donc quelque part en rupture, par exemple pour ce qui concerne l'innovation, amener des clés qu'on n'aurait peut-être pas eues si on était resté uniquement sur les mêmes filières. Donc je pense que ça va procéder d'une conduite du changement auprès des entreprises qui, à mon avis, doivent se convaincre de l'importance de la complémentarité des profils, donc cette hybridation dont on parlait tout à l'heure, pour répondre à la complexité grandissante du monde. Et ça colle aussi avec une fonte des frontières, je dirais, professionnelles, privées, qu'on voit de plus en plus, où on voit pas mal d'entreprises commencer à travailler, à montrer comment elles peuvent contribuer aussi à développer les gens dans le domaine de la vie privée, parce que justement, aujourd'hui, on rentre dans une entreprise pour y trouver le sens. Évidemment, le sens ne s'arrête pas à la porte d'entrée de l'entreprise. L'autre réflexion aussi, c'est de recruter des profils qui ressemblent à ce que Michel Serres, j'aime beaucoup Michel Serres, appelait le cerveau libre. Donc, c'est plutôt des gens qui ont pas forcément la tête pleine, mais plutôt des capacités, je dirais, des méta-capacités dans lesquelles je rentre volontiers la curiosité, c'est-à-dire la capacité, finalement, ce que disait Thierry, à désapprendre et à apprendre régulièrement, donc à trier les données, puisque le challenge, c'est plus vraiment l'accès à la donnée, mais plutôt le tri de la donnée au bon moment. Donc, ces compétences-là, comme la curiosité, et on peut faire un lien avec le modèle des 4 C qu'on trouve dans le fameux bouquin de Jérémy Lamry, les compétences du 21e siècle, on peut rajouter créativité, communication, coopération, esprit critique. Ça, ce sont des compétences qui montent et qui sont plutôt transverses, des invariants quelque part, qui seront utiles tant dans la vie professionnelle que privée et qui nous garantissent davantage des individus qui vont savoir se mouvoir dans le temps, pas forcément plein donc au niveau du savoir, mais très agile, très flexible dans les réactions, dans les comportements et dans le développement personnel. Qui ont finalement, quand je t'écoute, un peu cette capacité à s'étonner, à apprendre, à réapprendre. Ça procède de cette forme-là. La curiosité, par exemple, c'est reconsidérer le croit-on déjà vu. Il suffit de renverser un tableau, une image, et on va voir tout de suite un truc qu'on n'avait pas vu alors que la photo est là depuis 20 ans. Le cerveau la recompose différemment. Et donc la curiosité, c'est ça. C'est parfois regarder ce qu'on croit avoir déjà
déjà vu. Et souvent, l'innovation est au carrefour, comme ça, de coins de passage qu'on croit avoir visités, en fait, qu'on n'a pas vu. Alors, je voudrais maintenant qu'on s'arrête un petit peu quelques instants sur les spécificités du monde de l'industrie. On le voit, c'est un secteur qui est bien à part. Thierry, Jean-Roch, vous avez tous les deux sillonné cet univers. C'est un monde qui fait l'objet de grandes innovations de rupture, qui est aussi soumis à des grandes transitions. On parle beaucoup de décarbonisation. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les spécificités de l'industrie et des enjeux du learning ? Oui, je pense que une des caractéristiques qui traverse beaucoup de secteurs, et celui que je connais en particulier, c'est l'obsolescence de plus en plus rapide des compétences. Donc moi, j'ai passé 20 ans de ma carrière chez Danone. On voit assez vite quand on lance un produit, au bout de quelques semaines, s'il marche ou s'il marche pas. Et donc, ça nécessite, quand il marche ou quand il marche pas, suivant le cas, de pouvoir réinventer ou redesigner ou réadapter ou amplifier les politiques ou les pratiques marketing, par exemple. Et donc, cette caractéristique d'obsolescence rapide des compétences fait qu'on a besoin d'apprendre au niveau de l'organisation de plus en plus rapidement. Donc, c'est la première chose que je vois. La deuxième chose, je reviens à cette dimension collective qu'on évoquait tout à l'heure, qui est très ancienne. Je me souviens de HP qui disait « Si seulement HP savait ce que HP sait ». Et donc, on est tous en train de réinventer la roue un peu dans nos précarés, dans nos organisations, dans nos divisions, dans nos départements, dans nos équipes, etc. Et notre capacité, pour venir à la curiosité que Jean-Roch tu citais, notre capacité à aller demander aux autres ou chercher aux autres, auprès des autres, ce qu'ils ont appris, ce qu'elles ont appris, de façon à pouvoir en bénéficier, est aussi une capacité organisationnelle, je trouve, assez importante. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont cet enjeu de partager les compétences, de faire circuler les compétences ou les bonnes pratiques qu'elles ont déjà imaginées en interne. Et selon toi, cet enjeu, il peut aussi se répliquer en externe ? Absolument. Et c'est absolument, c'est un bon point. Effectivement, le troisième point, c'est effectivement la porosité externe-interne. Je trouve que dans nos sociétés aujourd'hui, l'entreprise n'est plus une boîte fermée. Elle est de plus en plus, les frontières sont de plus en plus poreuses avec l'écosystème. Et donc, cette capacité, alors ça revient à l'organisation apprenante, puisqu'on sait que quand on parle d'organisation apprenante, une des dimensions, c'est effectivement le positionnement de l'entreprise et ses connexions avec son écosystème, que ce soit ses partenaires, ses clients, la vie politique, la société, etc. Et donc, cette porosité de l'entreprise avec l'écosystème implique, d'une part, de se poser la question de quelle est ma responsabilité en tant qu'entreprise vis-à-vis de l'environnement dans lequel j'opère, et inversement, comment je suis impacté par l'environnement dans lequel j'opère. Alors, ce concept de porosité, Thierry, tu te l'appliques à toi-même, on le voit bien, parce que tu as un grand réseau et tu connais beaucoup de monde. Jean-Roch en fait justement partie. Jean-Roch, je te pose un peu aussi la question, quel est ton regard justement sur le monde de l'industrie aujourd'hui ? Disons que l'industrie a d'abord un grand défi à relever, c'est d'intéresser les jeunes générations à la rejoindre. Je participais il n'y a pas très longtemps à une table ronde sur le sujet. Donc, on a un travail d'opération séduction à opérer. Il est intéressant d'ailleurs de noter que la crise, selon moi, mais on le voit aussi un peu dans la littérature, on a partagé en club le livre blanc de l'article de BCG, du Boston Consulting Group, sur le retour de la formation sur le devant de la scène. La formation reprend du poil de la bête. Je me plais à dire que parfois, quand j'ai commencé la formation, on m'a parlé de cimetière des éléphants. Et donc, je pense qu'on partage tous, on en a parlé en club, le retour de la formation sur le devant de la scène. La formation, d'ailleurs, les groupes commencent à le comprendre, devient et rentre dans les leviers d'attractivité, de séduction, et c'est très important, d'autant plus pour l'industrie, des collègues qui vont rentrer dans l'entreprise. Et je pense qu'on peut faire la liaison également avec l'idée qu'il y a vraiment la recherche d'une quête de sens, sur laquelle tous les groupes travaillent, le fameux purpose qu'on voit publié dans les entreprises, qui fait la jonction, alors pour nous, avec des enjeux énormes, d'un point de vue, par exemple, technologique, avec ce qu'on appelle l'avion décarboné,
qui font la liaison avec le défi climatique et ce que l'environnement nous dit, hein, et la biodiversité. Donc ça, c'est un enjeu très très important sur lequel la formation a un rôle énorme à jouer. Thierry a cité en effet les problématiques de reconversion en français et de montée en compétences des uns et des autres, parce que ça va très très vite. Certains métiers mutent à vitesse grand V. Il suffit de prendre les métiers de l'IT, hein, les durées de vie des compétences, c'est quelques mois. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que souvent on met en place des stratégies ad hoc pour pouvoir avoir les contenus au bon moment actualisés. On a aussi un défi générationnel immense sur la façon dont on va gérer, par exemple, la nouvelle relation au travail. Toutes les entreprises travaillent, et on a travaillé en club là-dessus, sur l'hybridation du travail. Il faut absolument trouver les clés. J'ai vu récemment une enquête qui montre que plus, je crois, de 70% des jeunes seraient prêts à quitter leur entreprise si elle revenait en arrière sur le fameux télétravail, donc c'est redoutable. On a aussi des enjeux sur tout ce qui va concerner bien sûr la digitalisation des métiers. Et plus généralement, je pense que l'entreprise a compris que la formation est aussi un levier essentiel pour le développement et la professionnalisation des hommes et des femmes de l'entreprise, et finalement un contributeur à l'employabilité des personnes. Même si un jour elles ne restent pas dans l'entreprise aura contribué à cultiver leur employabilité. Donc, quelque part, à pouvoir se mouvoir sur le marché du travail. Ça, je pense que c'est de plus en plus important. Alors justement, Jean-Roch, tu parles beaucoup de purpose, d'impact, et on voit un autre thème qui est émergent et dont beaucoup tentent de s'en saisir avec plus ou moins de succès. Thierry, je te vois sourire. C'est le thème de l'entreprise apprenante. Thierry, justement, je m'adresse à toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la maturité, justement, en termes d'entreprise apprenante du CAC 40 ? Quel est ton regard un peu sur le sujet ? Attention, je te demande pas de désigner des bons ou des mauvais élèves, ou encore moins de dire des noms. Alors, c'est une question difficile et large, hein, mais effectivement, je trouve que globalement, on a, j'allais dire, un niveau de maturité qui progresse. En fait, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises, première chose, qui, pour les raisons que Jean-Roch évoquait, veulent se développer ou choisissent de se développer ou de progresser comme organisation apprenante. Parmi les tendances, moi, que je vois particulièrement dans ce domaine-là, il y a évidemment la dimension digitale et comment le digital peut nous aider soit, par exemple, à créer des parcours de développement qui soient plus mix, plus hybrides, et notamment adaptés à l'hybridation du travail que l'on évoquait. Donc cette dimension-là, je trouve, est en croissance. Et évidemment, la Covid a fortement aidé à cette transformation, à accélérer cette transformation-là. Une deuxième tendance que je vois assez fortement se développer, c'est autour de la formation par les pairs. C'est-à-dire que le paradigme de dire il y a des experts qui enseignent à des gens qui ne savent pas encore, c'est un paradigme qui est en train de mourir, qui est remplacé par un paradigme qui dit que tout le monde peut être à la fois formateur et apprenant. Et cette dimension sociale, qui n'est pas nouvelle, hein, la dimension sociale du learning, mais qui prend encore plus d'importance. Et puis, je trouve qu'il y a une troisième tendance qui est autour de l'apprentissage en situation de travail. Alors, ça a été relancé par la dernière loi sur la formation professionnelle, mais pour les professionnels du learning, c'est pas nouveau. Mais en revanche, ça a créé probablement une tendance pour travailler un peu plus dans cette dimension-là. Maintenant, je trouve qu'il y a dans les éléments, pour terminer là-dessus, il y a des éléments qui font des différences, me semble-t-il, de maturité. Il y a des critères qui sont, à mon avis, assez importants dans les différences de maturité. La première chose c'est la vision qu'a de l'entreprise de la formation. Est-ce que la vision, c'est je dois former les gens sur les formations réglementaires ou les compétences de base, et donc on est très orienté compétences nécessaires pour tenir le job, ou bien, je caricature un peu, mais ou bien est-ce qu'on est dans une entreprise dans laquelle on voit, comme tu disais Jean-Roch, le développement aussi comme un outil non seulement de développement de compétences, mais d'attractivité, d'employabilité, d'engagement, etc. Et donc une ouverture beaucoup plus large sur la possibilité en tant que collaborateur de choisir ce qui m'intéresse d'apprendre. Donc pour moi, ce critère-là est un critère important. Un deuxième critère qui fait aussi une différence, c'est le rôle des managers, alors à tous les niveaux, et la vision des managers vis-à-vis de leur rôle dans le développement des compétences de leurs équipes. Est-ce que le manager se voit comme quelqu'un qui doit produire des résultats, ou est-ce que le manager se voit comme quelqu'un qui doit aider son équipe à produire des résultats? Là aussi, je caricature un peu, mais et du coup, parce que beaucoup d'apprentissage finalement se passe au niveau du travail et des équipes, et donc la capacité et le mindset
l'état d'esprit des managers en partant du plus haut niveau jusqu'au niveau du management de proximité sur son rôle et en quoi il ou elle peut développer les compétences de son équipe et les siennes d'ailleurs, fait une différence, à mon avis, très, très importante. Alors, super intéressant, Thierry. Quand je t'écoute, finalement, l'écart se creuse un peu sur 2 points. Le premier point, c'est finalement comment la formation est perçue en interne. Est-ce qu'elle est verrouillée en mode command and control ou au contraire, est-ce qu'elle est ouverte? Et puis ensuite, comment chacun s'en saisit? Absolument. Et la troisième dimension, peut-être et dernière, parce que ces 2 dimensions-là, finalement, la direction de formation a un pouvoir d'influence par rapport à ça, mais ce n'est pas dans ses responsabilités directes. Donc la troisième dimension sur laquelle la direction de formation ou learning a une responsabilité, c'est en quoi est-ce que le portefeuille de modalités d'apprentissage s'étend non seulement aux formations structurées, qu'elles soient présentielles ou digitales, mais aussi aux modalités d'apprentissage qui jouent sur la dimension sociale ou qui jouent sur l'apprentissage en situation de travail. Donc, c'est l'élargissement du portefeuille de learning au célèbre 70-20-10. Et alors toi, Jean-Roch, tu fais partie un peu des best in class en la matière d'entreprise apprenante. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe chez Safran? Parce que moi, il y a un concept qui m'a beaucoup fait sourire lorsqu'on préparait cette émission. Tu parlais de safranisation. Tu m'as dit, c'est quand Safran enseigne à Safran. Le Safran enseigne à Safran ou l'entreprise enseigne à l'entreprise, c'est un petit peu un pilier également additionnel qui, pour moi, complète un peu le panorama de l'entreprise apprenante dans la dimension de collaboration ou pas, plus ou moins poussée qu'on a entre les hommes et les femmes de l'entreprise. C'est une conviction qui est un petit peu liée à ce qu'on a vu au début, c'est-à-dire que chacun sait quelque chose et peut participer ou contribuer au savoir. Et ce que l'on place derrière, c'est une approche où on va donner les moyens et donc on va former à l'ensemble des collègues impliqués dans la formation et évidemment également les opérationnels qui le veulent pour pouvoir produire ces savoirs. Donc en fait, nous avons mis en place un plan des innovations pédagogiques et digitales, justement pour faire le rebond avec ce que disait Thierry, pour enrichir régulièrement la boîte à outils et qui a, à mon avis, la vertu de pouvoir non seulement autonomiser les productions en interne. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, on n'a pas de partenaires. Au contraire, il y a des partenaires derrière chaque approche, mais en même temps, professionnaliser les hommes et les femmes de l'entreprise dans la transmission des savoirs. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous sélectionnons des approches à prise en main, à appropriation relativement simple, rapide. Donc, par exemple, le studio de podcast qui a ouvert ses portes et pour lequel la première formation sera lancée en septembre. Parce qu'évidemment, il faut quand même se former pour ne pas dénaturer l'approche pédagogique. Et à partir du moment où on a des référents ou des référentes qui sont formés, ces gens-là peuvent commencer à produire elles-mêmes les podcasts pour enrichir les parcours de formation, que ce soit d'ailleurs des parcours pilotés par l'université ou des parcours en société. C'est la même chose, c'est un petit peu une innovation par ricochet. Donc, qui intéresse non seulement l'université et l'ensemble des sociétés. Du coup, on place plutôt l'université ici d'entreprise comme vraiment un centre d'expertise et vraiment dans une logique de service, par exemple au service de l'autre, en sélectionnant les moyens préalables. Et aussi, ça a des vertus de centralisation, puisque ça peut éviter que chaque société peut-être fasse dans un coin. On va ramener l'innovation au centre et ensuite la répandre dans toutes les sociétés. Et tu vois, quand je t'écoute, ce qui me frappe, c'est que tu es quand même à un haut niveau de l'organisation et pourtant, on le sent, tu as un œil très, très affûté, très attentif à tout ce qui se passe en matière d'innovation. C'est un peu la notion de longueur d'avance qu'on cherche à avoir par rapport à un métier qui lui aussi regarde beaucoup ce qui se passe sur le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la formation n'est plus uniquement avec un client captif dans la salle de classe traditionnelle. Le numérique, en fait, a ouvert un champ des possibles phénoménal et les métiers, eux aussi, même si c'est pas leur boulot à l'origine, peuvent très très bien se renseigner et lancer des choses. Et donc, pour qu'une université d'entreprise ou plus généralement, à mon avis, un département de formation reste crédible par rapport à un écosystème très élargi sur la partie learning, il faut être très curieux et je pense qu'il faut un plan d'innovation à l'arrière qui fasse qu'on a toujours, on va dire, 3 à 6 mois à l'avance, anticiper quelque chose, peut-être, qui sera, alors évidemment avec de la valeur ajoutée, proposé
à l'ensemble des collègues à l'intérieur de l'entreprise. Ça, je pense que c'est une mission importante. Alors nous, on a un plan sur 3 ans. Donc là, on en a une vingtaine. Certaines sont déployées, d'autres pas. Et avec une fenêtre glissante d'1 an. Donc typiquement là, on peut le citer. On est en train de réfléchir à tout ce qui est simulateur conversationnel, qui ont fait un bond mais phénoménal à base d'intelligence artificielle, qu'on pourrait certainement lancer en 2023 sur des sujets typiquement entretien de développement professionnel ou entretien managérial pour former par exemple nos managers. Et justement, donc du coup, tu parlais un peu de cette casquette innovateur qui fait partie de ton périmètre. Alors là, j'aimerais aborder un sujet un peu plus RH, qui est finalement l'évolution du poste de VP Learning, Head of Learning. Quel est votre regard un peu à tous les deux sur l'évolution de ce poste qui, on l'a vu ces derniers mois, a pris vraiment en ampleur? Alors, je redis un mot sur l'innovation. J'en profite par rapport à ça parce que je trouve que ce que dit Jean-Roch est super important. Tout à l'heure, on parlait d'organisation apprenante. Je trouve qu'une des caractéristiques que j'ai pas citées d'organisation apprenante, c'est en quoi est-ce que l'équipe learning elle-même fonctionne comme une équipe apprenante. Et donc ça veut dire expérimenter, se tromper potentiellement, prendre des risques, innover, imaginer des choses. Et je trouve que dans le poste que moi j'ai eu de directeur learning chez Danone, j'ai, avec l'équipe, toujours systématiquement, lors de nouveaux programmes, essayé de tenter quelque chose de différent de ce qu'on avait fait avant. Et donc, c'est une espèce d'innovation un peu permanente, en disant, dans tout nouveau programme, qu'est-ce qu'on va tester qu'on n'a pas encore essayé de tester, pour se réinventer, imaginer d'autres choses, voir ce qui marche pas. Alors, sur peut-être une petite partie du programme, mais toujours dans cette idée d'innovation permanente. Donc, je trouve que aujourd'hui, alors je parle de ça parce que pour moi, c'est une des caractéristiques importantes. Si on veut, en tant que direction learning, également aider l'organisation à progresser à conversion apprenante, c'est comment on s'applique à soi-même ces questions de curiosité, d'expérimentation, de droit à l'erreur, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui n'est pas nouvelle, mais je pense que c'est important de le rappeler, c'est de travailler un peu comme consultant de la performance de l'organisation. C'est-à-dire qu'on n'est pas là seulement pour aider les personnes à apprendre de nouvelles compétences, mais on est là aussi pour aider l'organisation à grandir et à devenir plus en plus performante. Donc, je trouve que les responsables formation sont des consultants de performance. Alors, tu jettes vraiment un caillou dans la mare quand tu parles de performance, parce que certains puristes ont tendance à considérer que la formation, c'est un bel objet académique, très déconnecté des enjeux business. Toi, au contraire, tu fais le lien entre performance et learning. Absolument, c'est essentiel, et je trouve que les directions formation ou learning qui fonctionnent bien sont celles qui ont une très forte connexion avec le business, qui font partie du système du business. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'article du BCG, sur le learning pourrait être à la table du comité de direction. Mais en tout cas, cette dimension business, pour moi, était très importante. La troisième dimension, peut-être à dire, c'est passer d'un rôle de construction de programmes de formation à un rôle qui vise à créer une expérience apprenante dans la vie des collaborateurs et dans la vie de l'entreprise. Donc, on revient sur ce modèle 70-20, mais au-delà de ça, c'est de dire dans les programmes que l'on construit, effectivement, comment on intègre des dimensions sociales, des dimensions de job, mais aussi qu'est-ce qu'on crée dans l'onboarding, qu'est-ce qu'on crée dans la réponse collaborateur globalement, de la mobilité, des échanges d'expériences, etc., qui contribuent à créer du développement et de l'engagement des collaborateurs. Le rêve, c'est un peu de dire, de passer d'une vision de la formation qui est se former, ce n'est pas travailler, à une vision qui est apprendre et travailler, ça fait partie de la même chose. On apprend en travaillant et on travaille en apprenant. En fait, je rebondis un petit peu là-dessus, on a souvent le sentiment ou la vision que l'objectif de notre activité de travail, c'est de produire des résultats. Oui, mais pas seulement. On peut produire aussi de la compétence en imaginant des choses, en essayant des choses qu'on n'a pas encore essayées, en développant de nouvelles pratiques qu'on n'a pas encore développées. Et donc, je trouve que si on a ce mindset dans le travail de dire mon rôle, c'est pas seulement d'obtenir des résultats, c'est aussi de produire de la compétence et donc de permettre à l'entreprise de grandir en termes de compétences, mes collègues, etc., on s'aperçoit finalement que apprendre et travailler, c'est même combat.
Alors du coup, quand je t'écoute Thierry, je me dis qu'il y a vraiment deux choses. Il y a cette capacité finalement, tu vois, à créer une expérience apprenante. Tu le disais, directeur learning n'est pas là que pour piloter un catalogue de formation. Et puis en plus, ce deuxième aspect qui est essentiel, qui est vraiment de connecter à fond avec les enjeux business. Jean-Roch, est-ce que toi aussi tu as des choses à ajouter sur cette évolution du rôle central du VP Learning ? Pour moi, tout d'abord, en effet, la liaison au business fait partie de l'ADN de l'université d'entreprise. C'est-à-dire qu'elle n'a pas elle ne peut pas exister si elle n'est pas connectée au business. C'est-à-dire que c'est une raison d'être de l'université, en tout cas d'entreprise, quand elle est créée dans un groupe. On utilise beaucoup l'expression business partner. Et en effet, le premier travail à faire quand on monte, à mon avis, une université d'entreprise, c'est de la connecter à ce qu'on appelle, nous, les garants métiers, dans les différents domaines des métiers de l'entreprise, pour être certain que cette connexion est solide et que finalement la posologie formative est bien liée au diagnostic, comme le ferait le médecin. Parce que voilà, on ne peut pas développer de formation sans un socle de diagnostic préalable. Ça, c'est déjà, à mon avis, quelque chose d'important. Ou alors, le risque qui nous pend au nez, c'est d'avoir une offre très diluée, mais qui manque de connexion avec les enjeux. Donc, un comité exécutif se rende compte, par exemple, de cette dissociation et qui mettrait, à mon avis, en péril l'université d'entreprise. Là-dessus, d'ailleurs, il y a une référence très intéressante, c'est chez Gartner, cet observatoire américain qui a développé ce qu'on appelle le Learning Advisor, qui est un modèle de capacité de 20 compétences que normalement toutes les directions d'entreprise devraient posséder, dont cette capacité à non seulement écouter le business, voire à influencer le business. Ça, c'est pas mal parce que on peut être déjà bon dans l'écoute, mais les directions formation sont pas toujours très fortes dans l'influenciation. Alors souvent, le business vient avec une première demande préliminaire, c'est un peu comme en coaching, et c'est en creusant dans les séances qu'on s'aperçoit que la vraie demande est derrière. Et ça, les meilleurs le savent en learning. Et il faut être capable aussi d'influencer le business. Donc ça, c'est une première dimension. L'autre, je pense aussi, et Thierry l'a cité, c'est vraiment la capacité d'être plutôt en centre d'expertise et de conseil. Moi, ma vision, c'est plutôt vraiment une vision. On n'est plus à tout faire. De toute façon, on ne peut plus. Mais on serait plutôt à rayonner pour aider les autres à grandir eux-mêmes quelque part. Et ça, je pense important. Alors, il n'est peut-être pas partagé par tout le monde. D'autres ont peut-être plutôt des visions assez centralisées de la construction des contenus, en disant c'est l'université qui s'en occupe. Moi, j'ai plutôt une vision à nouveau assez plate là-dessus et assez décentralisée. On donne les moyens aux gens, mais on n'a pas vocation à tout faire. Et la troisième, je pense là, elle est essentielle par rapport à ce qu'on voit avec le numérique, où on voit que le numérique a donné des ailes à tout le monde, tant mieux. Mais on pourrait nous dire, mais demain, qu'est-ce qui va vous rester ? Parce que c'est vrai qu'il y a une forme d'ubérisation dans la création des contenus. Je pense que ce qui va nous rester, BCG le dit très bien dans l'article, il parle d'architecte de parcours de formation, c'est le niveau un peu systémique. Et ça, je pense que ça restera à la main des pros de la formation, c'est un métier. C'est-à-dire, c'est vraiment non pas de forcément vouloir faire tous les modules unitaires. Là-dessus, on a plein de gens qui peuvent contribuer, mais c'est vrai que écrire, ingénierer le parcours dans toutes ces modalités, bout en bout, ça, je pense que c'est un métier qui va monter en force. Et c'est ce que disait Thierry, la finalité, c'est aussi une expérience d'apprentissage unique, innovante, impactante. Il ne faut pas confondre souvent le comment et le résultat visé. Donc ça, je pense que quand même, c'est un élément important. Et pour finir, par rapport à ce que disait Thierry, on cherche aussi beaucoup l'imbrication entre, en effet, apprentissage et poste de travail. Et là, on vient de terminer, nous, un excellent projet sur le tutorat, où justement, on a imbriqué de façon légitime le numérique pour tout ce qui est dématérialisation du dossier tuteur-tutoré, mais bien sûr, sans enlever la rencontre physique. Et on a montré, par l'approche tutorale, l'imbrication entre les heures d'apprentissage et les heures dites productives. Et cette imbrication fait qu'on peut monter par palier d'apprentissage, c'est-à-dire que dès qu'un premier palier est passé, on passe en pratique et on travaille pendant ce temps le deuxième palier pour ensuite passer en pratique. Et ça, vis-à-vis des managers, ça passe très très bien puisque ça se termine par une augmentation des heures productives. Et ça, je pense que c'est un élément essentiel dans le débat d'éviter une déconnexion de la posologie avec le poste parce que les managers nous attendent quand même là-dessus, c'est-à-dire sur le côté concret de l'apprentissage et sa mise en œuvre rapide. Donc, je pense que le tutorat, c'est un très, très bel exemple. Alors, c'est un épisode qui est riche de plein de super insights. Et alors, du coup, j'arrive sur la partie un peu plus personnelle. Moi, je suis intéressée par connaître un peu les clés de votre équilibre de vie parce que vous êtes des personnalités qui sont très actives. On vous voit un peu partout. Vous êtes beaucoup dans la production, que ce soit de livres, que ce soit d'articles, de conférences. Quelles sont les clés de votre équilibre ? J'ai des recettes évolutives.
pendant très longtemps, par exemple, quand j'allais au travail, je prenais systématiquement 1 heure le matin avant de démarrer ma journée de travail, soit pour lire, soit pour réfléchir, soit pour préparer ma journée. Et donc d'avoir un temps, finalement, un mois de réflexion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon évolution professionnelle combien les rencontres avec des personnes d'horizons divers, c'était importante pour moi. Et j'apprends beaucoup des rencontres de personnes proches d'un point de vue professionnel ou moins proches. Et comme je le disais tout à l'heure, j'aime bien aller à la rencontre de personnes qui sont un peu éloignées de mon environnement professionnel habituel, ouvrir les horizons. Donc, je prends du temps, effectivement, et je m'organise pour avoir des rencontres de cette nature-là. Sur le temps, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose que l'on ne réalise pas forcément toujours, c'est que nous sommes les maîtres de notre temps, en fait. Quelquefois, on a l'illusion que le temps est notre maître, mais c'est pas vrai. Et lorsque l'on réalise que on peut choisir ce qu'on fait avec son temps, je trouve que ça nous donne une liberté pour intercaler et c'est ce que j'essaie de faire, intercaler dans nos semaines, dans nos mois, des moments pour nous, que ce soit pour rencontrer des gens, que ce soit pour lire, que ce soit pour écrire. Moi, j'aime le fait d'écrire ou de participer. Je l'ai fait plusieurs fois dans des congrès. Le fait d'écrire ou de parler m'aide à formaliser ce que j'ai appris, en fait. Donc, on sait, transmettre, c'est aussi apprendre. Et moi, j'utilise beaucoup cette notion de transmission pour capitaliser finalement sur ce que j'ai appris. Et puis, des choses que j'aime faire, alors en famille aussi, je fais un peu de sport également, et le cinéma. Donc, je suis assez fan de cinéma. Et je trouve que je suis beaucoup inspiré, en fait, par un certain nombre de films que je peux voir et qui m'aident aussi à prendre du recul par rapport à ce que je fais. J'ai vu un film récemment avec un ami et on a débriefé après. À la fin du film, on n'avait pas vraiment compris ce dont il s'agissait. C'est sur les crimes du futur, le dernier film sur les crimes du futur. Et à la fin du film, on n'avait pas vraiment compris de quoi ça parlait. On a passé 1h30 à dîner après. Et on a reconstruit. Exactement. Et en fait, ce qui est assez remarquable, c'est que lors du dîner, on s'est forcé finalement à se dire, mais finalement, moi j'ai vu ça, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire, etc. Et un petit peu comme on fait un puzzle, quelquefois quand on fait un puzzle, on prend une pièce du puzzle, on voit où elle va, on la positionne. Puis quelquefois, on prend une pièce du puzzle, on voit pas où elle va, on la met de côté. Et en fait, l'apprentissage, c'est aussi comme ça. C'est-à-dire, il y a un moment où on voyait une scène du film, on se disait, on voit pas de quoi il s'agit, mais plutôt que de se forcer à continuer à essayer de voir de quoi il s'agissait, on la met de côté, on en prend une autre scène, là qu'on voit mieux, etc. Et au fur et à mesure, le puzzle s'est rassemblé. Et à la fin du dîner, on avait une hypothèse de ce que le film racontait qui était assez lumineuse. J'aime beaucoup cette vision, Thierry. Tu montres vraiment que on peut cultiver des centres d'intérêt qui sont personnels et qui viennent aussi nous cultiver sur le plan professionnel. Et toi, du coup, Jean-Roch, ta vision, tes conseils? Moi, j'ai retenu trois dimensions peut-être à partager un petit peu par rapport à ces projets communs. D'abord, pour faire de l'hybridation, je pense qu'il faut être, selon moi, bien organisé. Sur ce premier pilier, moi, j'utilise beaucoup la conduite de projet. En fait, c'est mon métier à l'origine. Donc, tout ce que je fais, je le gère en mode projet. Oui. Alors, je vais pas dans un projet tel qu'on le formaliserait, par exemple, avec un client, bien sûr, mais c'est-à-dire que, par exemple, alors, je ne vais pas jusque-là, mais on a des fichiers d'action. Là, je peux vous raconter notre prochain livre sur les insectes. Donc, nous sommes 4. Voilà, c'est géré comme un projet. Il y a un fichier d'action central. Nous savons quand nous allons au muséum voir les réserves. Donc, nous avons des coordinations le week-end. Et en fait, l'organisation est clé pour un livre. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà écrit un livre, mais il faut être très, très organisé, surtout quand on est plusieurs.
Donc, première idée, c'est l'organisation. Donc, si on a fait du projet, moi je trouve, parce que dans la vie, je pense que le projet s'applique à tout, ça peut beaucoup aider. La deuxième dimension, je l'appelle imbrication. Moi, je fais beaucoup de réutilisation. Par exemple, sur le dernier livre qu'on a publié là sur les oiseaux du Maroc, j'ai utilisé une technologie que j'ai apprise il y a plus de 20 ans au Canada. J'ai fait toutes les cartes du livre, donc je maîtrisais à fond la géomatique. Et donc voilà, j'ai fait de la réutilisation d'un truc, en fait, en termes d'apprentissage, qui ne m'a rien coûté. Ça m'a coûté du temps, évidemment, de faire les cartes. Mais c'est l'idée que dans l'hybridation, il y a un va-et-vient entre des trucs appris pour telle finalité qui, tout d'un coup, peuvent se déplacer vers une autre finalité. Et c'est bien pratique. Donc, pour le livre, ça a apporté énormément de valeur d'avoir dans notre livre les oiseaux du Maroc. Nous avons 1 millier de photos et de cartes d'appui pour 500 espèces. C'est un très, très beau livre de 2,5 kg. Donc, c'est un gros bébé. Voilà, qui a quand même coûté 4 ans de travail en durée. Mais là, j'ai vraiment réutilisé un élément pris ailleurs, appris il y a plus de 20 ans au Canada, donc en préhistoire, décalé sur l'ornithologie. Donc ça, c'est ce que j'appelle les imbrications, et je pense que les gens hybridés comprendront. On peut aller chercher tout d'un coup un truc qui peut servir de l'autre côté, très inattendu. Et ça, c'est les clés de l'innovation. Très souvent, d'ailleurs, dans les brevets, on verra qu'un brevet... C'est très, très, très compliqué de réinventer le fil à couper le beurre. Il y a des milliers de brevets déposés. Par contre, les brevets qui permettent la jonction entre 2 idées qui s'attendaient pas, c'est souvent là qu'on va pouvoir déposer un brevet. Donc ça, c'est la deuxième dimension, ce que j'appelle l'imbrication. Et la troisième, alors là, est très, très importante. Dans les projets qu'on veut mener, c'est la partie collaboration. En fait, rédiger un bouquin, maintenant j'ai compris un truc, il faut mieux le faire à plusieurs mains. C'est comme les publications. C'est-à-dire qu'un livre, c'est un truc énorme. Et seul, c'est quasi impossible. Par exemple, pour les oiseaux, nous étions 4. Pour les insectes qui est en train d'être écrit, nous sommes 4. Et heureusement qu'on est 4. Alors déjà, pour la répartition des tâches, j'ai 200 espèces de coléoptères à décrire. Donc, on se les répartit. Et par ailleurs, alors là, un phénomène essentiel, c'est la confrontation. Seul sur un livre, on peut se retrouver seul, mais vraiment seul. Voilà, je fais une théorie sur une nouvelle espèce. Avant de décrire la nouvelle espèce, là, on a 3 nouvelles espèces qui sont publiées au mois de septembre, dont une, on en est très très fiers, à Sumatra, qui est pourtant une île très 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 urbanisée, et où beaucoup d'animaux malheureusement sont en voie de disparition, comme le tigre de Sumatra. On va avoir l'honneur de décrire un nouveau coléoptère de Sumatra qui a été... Alors c'est un longicorne qui a été capturé à Padang, dans la partie occidentale de Sumatra. Donc, on a confronté avant de décrire. Voilà, parce qu'on engage nos noms. Donc, nous sommes 4 et voilà, on publie ensemble. Et donc, je pense qu'alors là, vraiment, à la fois pour les ressources, c'est-à-dire pour pas rester seul, verrouillé, avec la page blanche, ou alors ne pas être capable de conclure, comme on le voit avec les oiseaux, on a mis 4 ans, 3 ornithologues et un géographe, un géomaticien. Je crois qu'on n'aurait jamais pu le faire seul, ce livre. C'était totalement impossible. Donc, parce qu'il y avait quand même 600 espèces. Donc, du coup, la collaboration, c'est à la fois la force de frappe, et en même temps, c'est la capacité de confrontation. Ce qui fait que les textes sont davantage blindés, puisqu'on a plusieurs regards portés et on peut peut-être moins se tromper. Et le dernier point, moi, je tiens un journal. Donc, je suis ce qu'on appelle un diariste. C'est pour revenir sur un point que mentionnait Thierry, c'est que parfois, on a une idée, mais on ne sait pas tout de suite ce qu'on va en faire. Alors moi, je prends des notes et je reviens souvent à l'ouvrage en regardant ce que j'ai noté. Et tout d'un coup, je peux faire une jonction entre deux idées qui s'attendaient pas. Et c'est comme ça que j'ai déposé la plupart de mes brevets. C'est un journal en fait professionnel. Alors moi, c'est numérique. Je prends des notes dans Word. Je prends des notes et vous avez des techniques, par exemple, plus simples encore, du type, si quelqu'un voulait s'y mettre, 3 choses que j'ai faites dans la journée qui m'ont marqué, 3 que je compte faire demain. Et ça a un côté réflexif, pour revenir à ce que disait Thierry. C'est-à-dire que ça, c'est la prise de recul, en fait, sur une activité où parfois on a beaucoup le nez dans le guidon et on s'arrête pas. Donc, le journal, pour les plus puristes, tenir un journal, les 3 points de la journée pour celles et ceux qui ont un peu moins de temps. Dans tous les cas, ça a la même vertu. C'est une idée de laisser poser la patte et parfois de rallier des idées, trouver un truc que personne n'a encore trouvé parce que les 2 idées se rapprochent tout d'un coup.
Alors, j'aime beaucoup cette notion un peu de diary. Tu sais que c'est un concept qui revient vraiment à la mode aujourd'hui. Ça donne du relief à l'existence. C'est-à-dire que tout le monde court, mais déjà poser le crayon pour 3 idées de la journée, sans le savoir, on fait ce qu'on appelle des praticiens réflexifs. C'est l'expression sans faire peur académique. C'est-à-dire c'est des gens qui prennent du recul avec eux-mêmes. On voit beaucoup de Gen Z qui maintenant se mettent à faire, tu sais, le Miracle Morning, ce rituel du matin, et qui commencent leur journée par justement écrire sur leur journal leurs pensées, leurs ambitions pour la journée. Et sur Instagram, ça buzz beaucoup. Je ne sais pas si c'est sur Insta. Oui, de temps en temps, même. Alors, merci beaucoup à tous les deux pour cet épisode passionnant. C'était très riche en insights. Moi, il y a 2 choses que je retiens. Jean-Roch, alors je vais pas te parler de safranisation, je te rassure, mais tu parlais d'avoir une vision démocratique du learning, et je trouve que c'est très pertinent à notre époque. On a tous à apprendre et partager les uns des autres. Et Thierry, tu disais, le plus important, ce n'est pas la destination, c'est le chemin. Et on va rester sur cette phrase très poétique pour clôturer ce bel épisode. Merci beaucoup à tous les deux et à très bientôt, amis de la RH. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.